Salut à tous, c'est Sur le Bitume. Je vous rappelle le principe de l'émission. On sort des studios et on va rencontrer des acteurs sur le terrain, des acteurs qui travaillent autour des thématiques qui nous intéressent. Et là, avec l'équipe de Sur le Bitume, on vous propose une nouvelle thématique. On va rencontrer des acteurs un peu spécifiques, un peu spéciaux, puisqu'on peut les considérer comme les porte-voix des quartiers. Je parle bien sûr des rappeurs. Alors c'est simple. On va aller rencontrer un rappeur, on va parler avec lui de son actualité, mais on va aussi faire avec lui son parcours, que ce soit personnel et musical. Et comme on est un média politique, on va aussi lui demander son point de vue sur l'actualité. Alors pour inaugurer cette nouvelle thématique, qui de mieux qu'un rappeur qui est considéré comme l'un des pionniers du rap français? Il a sorti plusieurs albums, il est l'un des membres fondateur du groupe légendaire La Mafia Cafri, des rappeurs comme Gary James, Rof, Dry, Mistaflo, que le considère un peu comme un grand frère. Et là, il vient de sortir un livre où il retrace son parcours, mais aussi le parcours de La Mafia Cafri. Je pense que vous avez deviné de qui je parlais. Je parle bien sûr de Manu Kay. Et là, il nous a donné rendez-vous au One Ball. Donc c'est parti. Lyrics magma, chaud pour le pays d'Afrique, ramène le fric, c'est jour de paye. On a la couronne et forcément ça pose problème. Rock, Manu Kay, ça tue, ça met. Tout ça c'est balèze, ça vient du 9-4 connard. Je vis les mêmes histoires que vivent chaque... Salut Manu, déjà merci d'avoir accepté l'invitation pour cette première. Le principe de l'émission, c'est qu'on propose aux rappeurs qui nous disent des lieux où ils veulent qu'on filme. Et c'est toi qui nous as proposé The One Ball. Pourquoi tu as choisi ce lieu? The One Ball, c'est un lieu particulier parce que c'est une nouvelle structure qui existe depuis 2 ans et qu'on n'a pas en France. Et puis je trouve ça exceptionnel. Ça nous permet, nous, en tant que coach ou entraîneur individuel, de venir s'exprimer en summer, disons l'été. Donc on a un petit collectif avec Mams Camara et Coach Zo. Ouais. Et nous, ça nous permet de se retrouver là en summer pendant l'été et travailler sur des personnes selon leurs besoins. Voilà, depuis, tu parles de coach. Ce qui est intéressant, c'est que là, ça fait partie de ton actualité, c'est que maintenant, tu as une reconversion en tant que coach. Bien sûr. Là, coach personnel avec des joueurs, mais aussi dans un club, il me semble, non? Oui, je suis dans un club depuis 1 an et demi maintenant, c'est ma 2e année avant GPSO, en tant qu'assistant sur la Nationale 1. Et comment ça se passe, la reconversion? Parce que toi, on te connaît, c'est dans le monde de la musique, dans le monde du rap, Mafia Cafri. Comment ça se passe de passer du monde de la musique à un monde plus professionnel? Tout naturellement, parce que je suis passionné. Voilà, depuis 2007, 2008, 2010, on va dire que j'ai arrêté la musique. Et moi, j'ai toujours fait cette continuité de basket. Et puis en 2009, au club où j'étais à l'époque, à la Sordi, me propose de reprendre l'équipe senior en tant qu'entraîneur. Mais moi, je découvre un peu ce rôle. Et notamment, j'avais déjà vu mes amis qui sont professionnels depuis l'époque. J'allais souvent aller voir à l'entraînement, tout ça. Et puis, je voyais un peu ces attitudes d'entraîneur qui étaient intéressantes, toi. Et je me suis jamais penché sur ce rôle. Et puis en 2009, quand je reprends l'équipe d'Orly, je commence à avoir goût pour l'enseignement et tout. Et puis je me dis, c'est pas mal. Et puis 2 ans après, le club me dit, il va falloir commencer à passer les diplômes, vous montez en division. Et puis ça me plaît de plus en plus. Puis je passe un diplôme, 2 diplômes, 3 diplômes. Et au fur et à mesure, j'ai pris ça comme un vrai job, quoi. Ouais, mais quand on connaît un peu ta carrière, on se dit qu'en fait, il y a aussi une continuité. Parce que aussi Bien dans sûr. la Mafia Cafri, tu avais aussi un peu ce rôle de coach auprès des autres rappeurs. Tu les motivais et tout. Ouais. Est-ce que tu ressens, toi, cette continuité entre les deux? Bien sûr, ouais, c'est un peu une transmission, c'est un peu pareil, transmettre des messages aux gars, apporter une certaine rigueur qu'il faut être là à l'heure aux entraînements comme au studio. C'est un peu l'objet que je faisais au sein de la Mafia Cafri. Et je ressens un peu ces mêmes convictions dans le rôle soit d'assistant coach ou coach quand je coach les plus jeunes. Et là, il y a une autre actualité, c'est que tu as sorti un livre. Déjà, qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ce livre? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de l'écrire? Tu sais, écrire un livre, pour moi, c'était inimaginable au départ, tu vois. Et, Pourtant, tu écris des textes et tout. Ouais, bien sûr, mais un livre, ça s'aborde autrement. Il faut une démarche, il faut une construction, il faut savoir à qui on s'adresse, qu'est-ce qu'on va y mettre dedans. Et puis moi, en 2016, j'étais un petit peu vulnérable. J'étais à la maison, fatigué, et puis je me dis, ça fait 20 ans que je suis dans le circuit hip-hop, et on n'a jamais rien laissé comme trace. Les gens ont besoin de savoir des choses, et puis j'appelle un ami qui s'appelle Rossé. Je dis, voilà, j'ai envie d'écrire, j'ai envie d'essayer de faire un livre. Et est-ce que tu connais des gens qui sont dans la littérature ou quoi? Il me dit, je vais regarder, et moi je continue à écrire. Et puis il me rappelle un peu après, il me dit, j'ai sûrement quelqu'un, c'est Wafa de Face Cachée. Et je lui dis, ok, ça m'intéresse, moi je continue à avancer, et puis je vous passerai ce que j'ai au fur et à mesure. Et puis on a fait un premier rendez-vous, ça s'est super bien passé. Ils ont été emballés par le projet, et puis moi j'ai continué à écrire, et puis à arriver le confinement.
On s'est vu une ou deux fois et puis ils ont commencé à reconstruire tout, à amener de la cohérence au niveau des textes, des chapitres. Et puis là, j'ai vu une vraie direction et puis j'ai continué à écrire. C'est quoi les premiers retours des gens? Que des applauses, tu vois. C'est super, j'ai que des bons retours. Les gens me découvrent, notamment on découvre plein de facettes de la Mafia Cafri, plein d'anecdotes, plein de titres, comment on les a construits, plein de choses par rapport aux dates à tel moment. Et il n'y a que des bons retours, que des bons, et je suis super content, quoi. D'accord. Alors pour le livre, je rappelle, c'est Les Liens Sacrés. C'est Sorti édition chez Face Cachée. et hors cadre. Voilà, donc n'hésitez pas à l'acheter, notamment préfacé par Kerry James. Voilà. Là, on a parlé de la Mafia Cafri. J'aimerais bien qu'on transitionne sur le monde de la musique. Ouais. Et pour faire la transition, je te propose un petit jeu. D'accord. Si tu es d'accord. D'accord. Je te lance des punchlines. Ouais. Tu essaies de savoir qui les a dit. D'accord. Si le ghetto a des oreilles, c'est pour kiffer mes propos. R.O.H. Joseph. Si le ghetto a des oreilles, c'est pour kiffer mes propos. Une facile qui me fait rire par la violence, mais petit, elle m'avait marqué. Tu parles trop, on devrait t'arracher la langue avec une grue et te la mettre directement dans le cul. Écrit par moi, Mr. Flo. Ah, c'est toi qui l'as écrit? Ah, d'accord. Mr. Flo. D'accord, Ouais, dans Balance. ouais, Cette punchline, mais elle est géniale. Tu parles trop, on devrait t'arracher la langue avec une grue et te la mettre directement dans le cul. Alors, sur le boulevard de la vie, je suis à l'angle mort. Kerry James. Ouais. Ouais. Tu vois la musique ou pas? Musique nègre. Ouais. Yes. Sur le boulevard de la vie, je suis dans l'angle mort. Un nègre qui les défie est un nègre mort. Alors, une autre punchline que je trouve surpuissante. Je rappe depuis une tempête, alors je rappe des intempéries. Est-ce que je rappe depuis un cimetière, depuis que je rappe des tueries? Kerry aussi. Ouais. Ouais. Je rappe depuis une tempête, alors je rappe des intempéries. Est-ce que je rappe depuis un cimetière, depuis que je rappe des tueries? T'as vu, je rappe des punchlines depuis long time. Votez pour moi et vous payerez moins d'impôts. Si je suis élu, ce sera la fête dans le ghetto. Des Moines, ça. Ouais. Des Tu vois laquelle? Donc, votez pour moi. On te l'emprunte, votez pour moi et vous paierez moins d'impôts. Comptez sur moi, si je suis élu, ça sera la fête dans le ghetto. Donc toi, je t'ai dit que tu étais un pionnier du rap français. Ouais. Mais toi, à l'époque, quand tu étais petit, c'était quoi tes influences musicales? T'écoutais quoi? Est-ce que tu écoutais du rap ou d'un autre style? Ouais, j'ai pas écouté du rap tout de suite, moi. Je Au pense que début, c'était... on était déjà dans l'époque, quand j'étais en colonie, c'était dans la New Wave. C'était du Madonna, des trucs comme ça. Ouais. Et après, est venu plus tard avec mes grands frères, j'écoutais du jazz funk, tu vois. Ouais. Herbie Hancock, tout ça, Kool and the Gang. Ouais. Et est venu Stevie Wonder. Après, pour moi, j'ai acheté mon premier disque, c'est Stevie Wonder. Ouais. Et puis après, il y a la découverte de Renaud Séchant, qui se fait grâce à un ami d'enfance qui s'appelle Cyril Renaud, qui me fait découvrir ça à l'école. Ouais. Et c'est là que je commence à voir comment il écrit des textes, Renaud Séchant, avec un peu cette façon d'écrire un peu vulgaire et tout. Et moi, je kiffe. Ouais, c'était le Tu vois. populaire de l'époque. Voilà, populaire. Ouais, les jeunes, ils écoutaient Renaud. Les jeunes écoutaient ça, Renaud, dans les années 80 et tout, et je kiffe. Et je me remets à copier les textes de Renaud. Tu vois, et c'est comme ça que j'ai compris comment on rimait, comment on faisait des 4 temps, quoi. D'accord, donc alors, l'une des influences Ouais. de la Mafia Cafri, c'est Renaud. Ouais, lui, pour moi, hein, notamment pour savoir Non, mais c'est écrire sûr, ouais. et savoir comment on fait des refrains dans les bons temps, dans les bons BPM. Et dans le truc de rap, est-ce que tu as eu un artiste qui t'a vraiment influencé ou, Ouais, il y en a plusieurs, notamment dans le top 5, je mettrais Dr. Dre, Snoop Dogg, Nas, The Queens, et puis on va dire Dr. Dre, Notorious Big. Ouais. Tu vois, c'est mon top 5, des albums les plus gros, quoi. Tu vois. Et je pense que dans le rap français, il n'y en a pas trop, parce que tu étais parmi les premiers qui ont fait le rap français. Ouais, il y a des albums qui m'ont quand même marqué. Tu vois, les premiers albums d'Ideal J, c'est quelque chose qui reste dans la sommité. Tu as les albums de la Mafia aussi qui sont exceptionnels. Et puis, au-delà de ça, tu as l'école du micro d'argent de IAM. Tu vois, c'est quelque chose de ouf. Tu as le premier album de La Clica qui reste ouf quand même pour l'époque. Et NTM, c'est autre chose. NTM, ça s'apprécie plus sur scène, tu vois. Mais quand même, j'ai un faible penchant pour l'album de l'école micro d'argent d'IAM. C'est vraiment quelque chose. Et aussi la FF, Funky Family, qui reste quelque chose d'assez novateur pour les débuts des années 2000, tu vois. Est-ce que toi, t'écoutes le rap de maintenant? Est-ce qu'il y a des artistes que t'écoutes? Qui, par exemple? Ouais, j'écoute pas mal de choses qui se font dans la nouvelle génération.
Nino, je trouve ça correct, super, parce que ça nous ressemble à nous qu'on est arrivé, tu vois, capable de se poser sur n'importe quel son, faire du mélancolique, de l'engagé, de l'ego trip. Necfeu, je trouve ça exceptionnel aussi, parce que un petit blanc comme ça, avec une vraie plume, avec un super talent, tu vois. Et, je sais pas si tu connais, par exemple, parlant de petit blanc, Rémi. Rémi, c'est un peu aussi ce style-là, du rap des années 2000. Ouais, voilà, Rémi qui a une plume qui reste correcte, Sadek aussi, c'est des mecs qui arrivent avec une nouvelle génération, et puis on peut pas être négatif sur la diversité de leur musique, comment on doit être, on avance avec son époque en fait. J'ai une oreille un peu à l'écoute, et trop de diversité pour moi c'est pas se pencher vers le rap. Je suis encore dans ce truc puriste qui reste vraiment hip-hop new-yorkais, dur et tout. Mais voilà, je me dis que voilà, on avance avec son époque. C'est normal qu'on peut s'émanciper sur d'autres choses. Tu vois. Moi, je respecte les démarches comme Jul, tu vois, que quelqu'un, il a beau faire un peu du rap, tu vois, pas spécialement comme on aime ou comme on aimerait, tu vois. Mais c'est un bosseur, c'est quelqu'un qui a pu s'ouvrir et qui ouvre aux autres, tu vois, qui dit aux autres, voilà, maintenant, moi, je suis big, et venez, on va faire un truc tous en commun, et moi, j'ai les capacités de le faire, et j'ai les studios, j'ai le son, et ben, voilà, je vais réunir tout Marseille, et on va faire un truc. Et ça, c'est fort. On va s'arrêter là pour cette interview. Là, j'aimerais bien on va aborder plus en détail le parcours de la mafia, comment vous êtes venu à la mafia, mais aussi ton parcours biographique, plus en détail. Et on va parler aussi de l'actualité. Mais pour ça, tu nous as proposé de faire un petit tour à Orly, c'est ça? Exactement. Eh ben vas-y, on y va. C'est parti. Tchuss. 2000, encore dans le mille. Faut pas qu'on rate le coche, faut qu'on s'accroche. Tu as fait ma fille. Tu vois ce que je veux dire, gros? T'es originaire d'où, toi? Moi, je suis originaire de la Guadeloupe, mais mes parents sont nés en Guadeloupe. D'accord. J'ai fait des passages de longue durée en Guadeloupe, notamment quand j'étais jeune. Quand j'étais petit, j'allais beaucoup en vacances là-bas, voir mes cousins, la famille. Et voilà, j'y retourne de plus en plus maintenant pour travailler. Parce qu'il y a les camps de basket qui nous amènent à aller là-bas, travailler avec les jeunes. Et je suis souvent sollicité. Ça fait 2 ans que je n'ai pas été, mais j'espère, quand la situation sera un peu plus rétablie, que je vais être amené à y retourner assez souvent. Et la notion des racines, des pays dont on est origine, c'est important pour toi parce que dans la mafia Cafri, c'est aussi un sujet qui revient souvent. Moi, tout de suite, je pense par exemple avec Rimka, avec Tonton du Bled, tu vois, tout ça. Donc, est-ce que toi aussi, c'est quelque chose qui t'importe ou un peu moins? C'est quelque chose de super important. C'est déjà des choses qu'on a abordées qu'on aborde dans les textes depuis une vingtaine d'années. C'est vachement important de connaître un peu nos cousins, nos cousines, nos grands-parents. Ça, je pense que c'est en primauté, c'est les choses essentielles à toute origine. D'amener les plus jeunes au pays, connaître les frères, les cousins, les grands-parents ou autres. Je pense que ça reste une chaîne qui est tout simplement naturelle. On va essayer d'aller voir. Là, c'est la MJC, c'est ça? On va essayer de rentrer à la MJC Pablo Neruda. La célèbre MJC. J'ai vu que c'était allumé. Vas-y, on va voir. On va tenter. Là, ça a été refait en 2008. C'était où habitait Kerry, tu vois, la distance de la MJC. Il habitait là, Kerry James? Il habitait aux 40 rue du Docteur Calmette, mais ça, c'est nouveau. D'accord. Avant, c'était vraiment le Bronx, quoi, si tu veux. Et ça a été refait en 2008. C'est à 12-13 ans, ça. Tu vois, et là, tu n'avais que 2 cités, là. Ça s'appelle rue du Docteur Calmette. Et c'était Destroy. Et il habitait vraiment à 20 mètres de cette propre MJC, quoi. Là, ça fait longtemps que tu n'es pas revenu, là? Ouais, ça fait longtemps. Et ça a changé ou Non, la MJC Pablo Neruda n'a pas changé. Sauf qu'à l'intérieur, c'était déjà pas mal à l'époque. Donc ça reste quand même correct. Et en face aussi, tu as vu, c'est le gymnase où j'entraînais à l'époque. Et l'infrastructure, elle a été changée l'année dernière à l'intérieur.
Ça, c'est ma résidence à Notera où j'habitais. Ouais, Ça, c'est la MJC Pablo Neruda. ouais. Et là, nous, on interdisait l'accès à l'intérieur, on avait une clé. Et tous les jeunes, ils essayaient de nous regarder de là, tu vois. Ouais, C'est là, je dis que Kerry, lui, il mettait sa tête contre les stores, là, tu vois. Il nous regardait de là. Nous, on laissait personne rentrer parce qu'il y avait tellement de l'effet de drogue, tout ça, à l'époque, Ouais. que le directeur, il a dit, ouais, quand vous rentrez, vous fermez. Vous, c'était Mistaflo Différents et types, toi ouais, voilà. Moi et D'accord. Jason. Donc, et tous les jeunes, ils essayaient de nous regarder de là. Et ben, c'est là, après, que je vois qu'il reste une petite bande de jeunes, mais l'hiver, je leur dis de rentrer. Ouais. Ils étaient petits, ils regardaient tout le temps, c'était toujours les mêmes. En fait, c'était le groupe à Kerry, quoi. Parce que ouais, vous êtes plus vieux que Kerry Ouais, bien James sûr. et vous êtes un peu les grands frères de... Exactement, ouais. Parce que toi et Mistaflo, vous commenciez à rapper. Ouais, on était dans les chorégraphies de danse, on rappait, on était déjà du mercredi, le mercredi et le samedi, on était fourrés là-dedans, tu vois. D'accord. On était fourrés là-dedans constamment de 14 à 18 quand Ouais. ça fermait. Vous avez commencé, c'est quand que vous avez commencé à faire je sais pas, des concerts ou à enregistrer des sons? Vous avez commencé quand? Ouais. Les concerts, c'était à partir de là. Ouais, c'est avec dans la MJC? Ouais, avec la MJC. C'était des fêtes du quartier, ouais, fêtes de la ville, fêtes du quartier, 14 juillet. C'est là, après, qu'on a commencé vraiment, réellement à avoir cette première opportunité par le directeur de la MJC, Mhm. Ouais. qui nous permet Asdin Zogby, qui nous a permis de faire nos premiers pas sur les planches. Mais c'était une passion première, parce que c'était une passion première, on ne se dit pas qu'on va faire quelque chose. ouais. Donc on continue toujours à s'exercer dans ce qu'on aime, tu vois. Ouais. Mais en se disant qu'on va en faire un métier, non, on se le dit jamais, tu vois. On se dit jamais, on fait ça par passion au début. tu Ouais, vois. mais à quel moment ça s'est professionnalisé? Un peu C'est dans quand les ça années, devenait... ouais, quand on s'est professionnalisé dans un vrai studio, quoi. Ouais. Au tout début, il y avait qui? Il y avait toi, il y avait Kerry James, il y avait Mistaflo. Est-ce qu'il y DJ avait encore Mehdi. Rof? Ouais, DJ Mehdi. DJ Mehdi. Les Rof, tout ça, sont venus au fur et à Ouais. mesure, progressivement. Ouais, c'est d'abord Ouais. ceux qui étaient dans la ville Ouais, avant ceux de... qui étaient dans la ville, où j'avais vite fait le grappin sur eux. Hmm. Et puis après, les autres, ils sont venus progressivement, ils sont mêlés à nous. Puis nous, on a bien voulu accepter parce qu'ils avaient la même identité que nous. C'était Ouais. un peu russe, c'était nouveau. Ils savaient faire ça, ils kiffaient. Et puis nous, on était dans le kiff total. Et surtout, ils savaient rapper, quoi. Ouais. Ils savaient rapper comme nous, on voulait, comme nous, on aimait. Fais ton mieux pour des chapeaux. En fait, je refuse net de t'acquitter de tes dettes. Tu souviens retraite, on sur ta tête, on frappe le peuple millimètre. On dit que le jour c'est comme ça que ça se passe. Tu veux l'alias, rapace, mieux vaut être coriace. En parlant de la mafia, est-ce que tu arrives à trouver une date où on peut dire là c'est le début de la mafia? Parce que ça a l'air un peu flou, parce que c'était un peu Ideal G, un peu l'Union, un peu la Un peu mafia. 113 clans, un peu. Ouais, c'était. Ouais, une date. Tout le monde était Ouais. un peu dans la Ideal G quand il y avait des concerts. Donc, On sait à peu près qu'elle a été créée en 94-95, ouais. mais on sait jamais dire, on pourra jamais dire, voilà, là c'est le moment de la mafia, là c'est Ouais. le moment. Donc moi je me demandais, est-ce que Manuquet, le grand frère du rap, il a eu des grands frères quand il était petit qui ont une influence sur lui? Ah ouais, totalement. C'est un grand impact pour moi parce qu'on est une fratrie de frères et de cousins vraiment unis. tu vois. Ouais. Et mes grands frères, moi, ils m'ont toujours conseillé le plus possible. J'allais déjà dans leur appartement quand ils ont pris leur appartement, quand ils sont partis de la maison. Donc ça m'a beaucoup aidé. Je restais souvent avec eux le week-end. Ouais. Et comme je te dis, on est vraiment unis entre cousins, tout ça. Et puis je savais les difficultés qu'il y avait familiales. Et puis Ouais. eux, ils ont toujours eu un œil bienveillant sur moi en me disant attention, les conneries, même si j'avais déjà arrêté l'école, tu vois. Quel regard maintenant tu as sur ton enfance? Tu dirais qu'elle était plutôt heureuse ou Ouais, Ouais. je regrette rien de ce qui s'est passé parce que quand tu es jeune, tu n'as pas assez de recul. Tu Ouais. vois. Moi, j'aurais voulu aider plus ma mère à retrouver une sérénité dans la vie, tout ça. Et puis, c'est l'expérience en grandissant. C'est maintenant que je vois tout ça, tu vois, avec le film qui se déroule, tu vois. Mais j'ai aucun regret dans tout ce qui s'est passé, notamment au sein de la Mafia Free, dans la construction de plus jeunes jusqu'à maintenant, qui a été difficile. Mais il y a eu toujours des bonnes rencontres, tu vois. Ouais. Et ça, on ne l'oublie pas, tu vois. Ici, par exemple, on est à résidence à Notera, où j'ai grandi je suis arrivé ici à 5 ans, Ouais. jusqu'à l'âge de 14-15 Ouais. ans, tu vois. Et ma super enfance ici, je connaissais plein de potes ici, différents, des noirs, des blancs, toute nationalité, des copines aussi qui étaient en primaire avec moi.
Et juste derrière, c'est là où on allait faire des parties de foot. Tu vois. Donc c'était exceptionnel. Ouais, donc malgré la galère, c'était quand même des bons souvenirs, des bons moments et tout. Ouais, on peut pas dire que petit, c'était la galère. C'était la galère, mais on a vécu des choses formidables. Là, dans les médias, on parle beaucoup en ce moment des quartiers et tout, avec beaucoup de violence. C'est vraiment très stigmatisé la façon dont on parle. Est-ce que toi, tu as l'impression qu'on en parle de façon de plus en plus stigmatisante ou ça a toujours été comme ça? Notamment, tu vois, depuis, c'est quelque chose depuis longtemps, hein, ça se passe depuis longtemps, notamment en 2005, il y avait déjà eu, tu vois, les émeutes. Les émeutes, voilà, c'était déjà un avertissement. Et puis, de plus en plus, notamment, il faudra que je ne suis pas très média, je ne suis pas très télé, mais je m'informe quand même et je vois que c'est quelque chose qui est continuel, tu vois. C'est dans la continuité, on n'évolue pas par rapport à ça. Il y a des bons flics, il y en a des moins bons, il y a des gens qui sont assez cool par rapport à ça. Mais les arrestations, ça reste toujours les mêmes. Dernièrement, encore un producteur de musique c'est ce que j'allais te demander. Que je connais très bien qui a subi des choses horribles. Alors que ça aurait pu arriver bien à moi ou à des gens qu'on connaît, tu vois. Et voir ça, c'est inadmissible. On peut plus vivre ça, tu vois. Ils ont aussi tabassé les jeunes en plus. Tabassé les jeunes et tout, ça va trop loin. Tu vois, à un moment, on est... rébellion, au moment où il y a rébellion, je comprends un peu les gens, tu vois. Après, il doit y avoir une forme de discours qui doit être amené, et puis tout le monde doit peser le pour et le contre. Mais des fois, ça va un peu trop loin, tu vois. Et après, on est obligé de comprendre un peu ces jeunes qui sont... Justement, en termes des violences policières, ça a été un sujet qui est très abordé dans le rap. Je veux dire, Mafia qu'un Free, c'est un sujet qui revient souvent, mais ça fait partie du rap. Est-ce que tu trouves qu'il y a quand même une prise de conscience petit à petit où on en parle de plus en plus dans les médias, dans la société, les gens en parlent de plus en plus ou pas selon toi? Ouais, on en parle de plus en plus. Après, la prise de conscience, ça reste toujours au niveau, je pense qu'au niveau politique, ils essayent de pas nous donner raison aussi, tu vois. Ils sont toujours, on comprend. Mais il y a quand même, des fois, ils mettent une alerte pour pas qu'on déborde trop, tu vois. Oui, mais ils sont hardcore de plus en plus là. Quand ils parlent par exemple de territoire perdu de la République et tout, c'est des mots violents. Ils parlent de sauvages et tout. On va pas citer de nom, mais bon, c'est une politique qui est de plus en plus dure. Et les jeunes, toi, maintenant que tu es un ancien, les jeunes, est-ce que tu les trouves un peu plus apathiques ou au contraire plus révoltés? Tu les jauges comment, toi? Les jeunes sont révoltés parce que ça fait longtemps qu'ils veulent du changement. Ils ont besoin de choses, ils ont besoin de... Et ça, avant, on avait nos MJC, où on allait, on se réunissait, on avait nos parties de billard, de ping-pong, on avait nos sorties. Et ça a changé. Il y a moins ces éducateurs qui retiennent les jeunes parce que tout est à portée de main, tout va vite aujourd'hui. Tu trouves qu'ils sont moins encadrés maintenant? Il y a moins oui, par exemple, il y a moins de grands frères peut-être que dans les quartiers? Bien sûr, parce que le jeune est débrouillard, le jeune veut aller vite, le jeune est... Voilà, il veut se construire très rapidement, tu vois. C'est différent. On va laisser rentrer. Tu vois, il a déjà son casque, il est déjà opérationnel, tu vois. Il a déjà sa moto, voilà, il rentre quand il veut, tu vois. Et c'est comme ça, on avance avec le temps. Et puis l'année 2000, les années 2010, 2015, 2020, et ça va vite, ça va vite. Et ben voilà, merci Manu d'avoir accepté notre invitation et d'avoir inauguré cette nouvelle thématique. On a passé la journée avec toi. Je rappelle ton actualité, c'est que tu as sorti un livre, Les Liens Sacrés, qui est édité chez Face Cachée et chez Hors Cadre, coédité. Voilà. Est-ce que tu as un dernier truc à nous dire avant qu'on se quitte? Merci pour l'invitation, c'est un plaisir. Et puis à toute la communauté, basket, hip-hop, musique et tous ceux qui construisent des projets comme le Barbershop Institut. Voilà, suivez-moi, Manu Che, Mafia qu'un Free. Big up. Manu Che, The Ming, tu vois ce que je veux dire, on a grandi. Toi aussi t'as grandi, hein. Et puis j'ai grandi. Nous aussi on a grandi. Fini de jouer les bandits. Allez, tu ne pas menti. Et puis j'ai grandi. Nous aussi on a grandi. Fini de jouer les bandits.